d'envoi ce matin de la première session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2015. Conseillers nationaux et élus locaux vont au cours de cette session d'un mois renouveler le bureau et les membres des commissions de travail. Actualité oblige, le président de l'institution a insisté sur la nécessité de signer l'accord de paix le 15 mai. Les infrastructures réalisées dans l'emprise des rails seront démolies. Le ministre de l'Équipement des Transports et du Désenclavement et son collègue des domaines de l'État étaient ce matin sur le terrain pour faire passer le message et faire le constat. La chronique santé de ce soir nous parle de la limboconjonctive, une allergie oculaire qui touche un grand nombre d'enfants. Plus de 50% des patients présentent encore des symptômes au bout de 5 ans. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir, première session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année en cours. Conseillers nationaux élus locaux vont donc pendant un mois renouveler les bureaux et les membres des commissions de travail. La session doit également examiner certains dossiers transmis par le gouvernement pour avis. À l'ouverture des travaux, le président de l'institution a insisté sur la nécessité pressante de signer l'accord définitif d'Alger le 15 mai. C'était en présence du Premier ministre, chef de gouvernement, du médiateur de la République et de plusieurs autres personnalités. On fait le point avec Sira Batili. Paix et réconciliation, deux mots qui sont beaucoup ressortis du discours d'ouverture des travaux de cette première session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2015. Actualité oblige, tous les citoyens ont les yeux tournés vers le 15 mai pour la signature de l'accord définitif d'Alger. La signature prochaine de l'accord définitif annoncé pour le 15 mai 2015 à Bamako, abreuve d'espoir nos communautés meurtries en raison des conditions inhumaines qui sont celles des populations coincées dans l'antre effroyable des camps de déplacés, jamais résolus à sauvegarder le bien qui leur est le plus précieux, qu'est la paix. Ainsi, elles ne font mystère de leur prédisposition à s'investir afin qu'ils puissent s'instaurer la quiétude sociale, synonyme de retour à la normale. Le Haut Conseil a attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'insécurité et l'immigration. Pour la quête de la paix, ses félicitations et encouragements s'adressent au président de la République, à la communauté internationale, la CEDEAO, l'Algérie et l'ensemble des partenaires. Cependant, un appel pressant est aussi lancé. Permettez-moi, à l'occasion de cette cérémonie solennelle, de lancer un vibrant appel, doublé d'un cri de cœur, à l'endroit de nos frères en désaccord aujourd'hui avec certaines dispositions du préaccord, afin qu'ils rejoignent le processus. Aussi, voudrais-je leur rappeler que toute guerre finit toujours autour de la table. L'histoire nous apprend que la valeur des nations se mesure par le niveau de conscience nationale de son peuple. Sa capacité à vivre dans la paix en parfaite harmonie avec ses différences, en transcendant les incompréhensions qui opposent ses enfants. La décentralisation poussée prônée par le gouvernement est une nouvelle vision de quête de la paix, une paix vraie et durable selon le président du Haut Conseil des collectivités. Il appartient donc à tous citoyens de s'inscrire dans cette dynamique. Les conseillers nationaux ont déjà fait des voyages d'études pour s'inspirer d'autres expériences dans la sous-région en matière de décentralisation. Des propos appréciés et partagés par le Premier ministre. Le discours qu'on nous a servi ne nous a pas étonnés du tout. Il est bâti autour de la vérité, autour du courage, autour de la profondeur de la réflexion. Cette session s'ouvre à un moment particulier aussi de l'histoire de notre pays. Monsieur le Président l'a signalé, nous nous apprêtons à poser, si vous voulez, une marque d'extrême importance en signant un accord de paix et de réconciliation au Mali. L'appel que Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités a lancé, un appel pétri à la fois d'éloquence, un appel pétri de vérité, a été un grand moment d'émotion et je tiens à l'en remercier. Je suis sûr que le Haut Conseil des collectivités, c'est quand même l'écho sonore des pulsations et des préoccupations de notre peuple. Je souhaite vivement que les circonstances nous permettent, nous au gouvernement, eux en tant que pulsion du peuple,
de cheminer ensemble pour le bonheur du peuple du Mali. Diverses autres questions soumises aux conseillers pour avis par le gouvernement seront débattues pendant un mois. Les conseillers nationaux et élus locaux vont également renouveler le bureau et les membres des différentes commissions. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de la cérémonie d'ouverture de la première session 2015 du Haut Conseil des collectivités demain après le journal de 20h. Donc, le vérificateur général a remis cet après-midi ses rapports 2013-2014 au président de la République. Ces deux documents révèlent un manque à gagner de plus de 153 milliards de francs CFA pour l'État malien. Les principaux dysfonctionnements et irrégularités constatés sont principalement dus à la non-application des textes législatifs et réglementaires, la mauvaise gestion des dépenses, la multiplication injustifiée des contrats. En recevant donc les rapports, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réaffirmé sa détermination à lutter drastiquement contre le détournement des deniers publics. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Le ministre de l'Équipement des Transports et du Désenclavement et son collègue des domaines de l'État étaient ce matin sur le terrain, précisément sur le patrimoine foncier de la régie des chemins de fer du Mali, Transrail. Constat, le chemin de fer est aujourd'hui presque englouti par les habitations et autres occupants. Suleiman 15 à Sidibé, compte rendu. Cette visite aura permis au ministre et à la suite de faire le tour du domaine ferroviaire, du Raïda en passant par Sotiba, l'emprise actuelle des Transrail, pour se boucler à Samé sur la route de Kati. À Sotiba, tout comme à la gare centrale, tout est occupé de nos jours. Les maisons d'habitation poussent comme des champignons sur le domaine foncier des Transrail. Or, il est question de développement futur des chemins de fer du Mali. Le développement des chemins de fer au Mali fait partie des outils les plus performants que nous devons avoir. Le chemin de fer, c'est un moyen de système que nous devrons maintenant revitaliser et mettre à sa dimension propre. Mais pour son développement, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'handicaps, beaucoup de laisser-faire. Les autorisations d'occupation relèvent du ressort des Transrail. Encore faudrait-il que la servitude soit respectée. La servitude ferroviaire est une servitude qui est destinée à permettre le développement même du chemin de fer, parce que au fur et à mesure qu'un État se développe, les moyens de transport qu'il utilise peuvent se développer, y compris les rails qui vont partir de cet état très primaire que nous a légué la colonisation vers des rails pour des trains futurs. L'État va prendre toutes ses responsabilités. Toutes les servitudes seront libérées. Il faut que la loi s'applique. Concrètement, on va dégager les servitudes, puisque la loi dit qu'elles sont réputées incessibles et inaliénables. Pourquoi certains vont se faire céder et aliéner une partie de ce que la loi a dit qu'elle ne peut céder ou aliéner? Il convient toutefois de noter que des investissements colossaux ont été faits sur les sites occupés. S'il faut faire déguerpir, qui payera la note du dédommagement? La question donc est là. Améliorer la qualité des apprentissages au niveau de l'enseignement fondamental, telle est la finalité recherchée par les initiateurs de la formation des formateurs nationaux du projet pilote Elan Afrique. Cette formation, qui a débuté aujourd'hui, regroupe plusieurs pays d'Afrique. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Les formateurs nationaux du projet pilote Elan Afrique de 8 pays de l'Afrique centrale et occidentale sont en formation à Bamako. Ces 8 pays sont les Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Sénégal et le Mali. Les formateurs doivent partager leur expérience dans l'apprentissage concomitamment en langue nationale et en français. Nous allons initier les formateurs nationaux à la didactique de la lecture-écriture, à la grammaire, bref, à tout ce qui concourt pour améliorer la qualité de la lecture-écriture. Au retour dans leur pays, c'est eux qui vont démultiplier cette formation avec l'ensemble des enseignants, en tout cas dans la langue choisie. Pour ce faire, sont entre autres prévues la traduction, la diffusion de la politique linguistique du Mali, l'élaboration et la validation des modules liés à l'enseignement bilingue. La mise à l'échelle de l'initiative Elan concernera 5 académies d'enseignement, qui sont Ségou, Mopti, Gao, Bamako rive droite et Bamako rive gauche. 4 langues nationales, le Bamanakan, le Fulfulde, le Songoï et le Tamashek. 100 écoles, 300 enseignants, 100 formateurs
et 66 conseillers pédagogiques. De sa mise en œuvre à la phase pilote, l'initiative Élan Afrique a enregistré des résultats. Les enfants, évidemment, sont plus motivés quand c'est dans leur langue et ils comprennent plus vite et ils ont encore plus envie d'apprendre. J'aimerais aussi dire que si la langue a été un grand facteur, j'aime à répéter que la pédagogie a aussi été un grand facteur. Cette initiative projet pilote École Langue Nationale Afrique est de l'Organisation internationale de la francophonie. La semaine globale d'action de World Vision a été lancée ce lundi. L'événement, qui se situe dans le cadre de la campagne de santé, les enfants d'abord, a pour thème cette année, ne reculons devant rien pour atteindre 0 décès évitable d'enfants de moins de 5 ans. Compte rendu, Salimata Daou. Cette troisième édition de la campagne Santé les enfants d'abord a regroupé les acteurs de la santé, ceux de la société civile, les autorités politiques et administratives et les partenaires. Les OMD 4 et 5 pour la réduction de la mortalité infantile et maternelle sont les deux objectifs principaux de la campagne. L'accent est donc mis sur les engagements en santé tels que les OMD 4 et 5, la stratégie chaque femme, chaque enfant, le Scaling Up Nutrition, l'engagement d'Abuja, le plan d'action de nouveau-nés. L'événement qui se situe dans le cadre de la semaine globale d'action a pour thème cette année de reculer devant rien pour atteindre 0 décès évitable d'enfants de moins de 5 ans. Malgré les progrès remarquables réalisés dans le pays à faible et moyen revenu, les résultats montrent que bon nombre n'atteindront pas les cibles 4 et 5 des OMD. L'agenda de développement post-2015 devra donc intégrer des moyens de mise en œuvre novateurs et transformateurs, dont des nouveaux partenariats, des institutions capables de travailler de manière intégrée, des mécanismes de transfert de technologies et de renforcement des capacités. Le Mali a pu réduire de plus de 50% la mortalité des enfants de 5 ans, mais l'objectif n'est pas encore atteint. En vue de poursuivre la réduction du nombre de décès maternels et infantiles évitables, il est important de mettre en œuvre des interventions à faible coût et à fort impact. Nous allons citer l'augmentation du nombre d'agents de santé qualifiés pour les accouchements, la réduction de l'impact de l'avortement non médicalisé, la prévention et le traitement de l'hémorragie post-partum. La semaine globale d'action prendra fin le 11 mai prochain. Des actions de sensibilisation, d'information et d'implication des populations, des émissions radiophoniques, entre autres, sont au programme de cette campagne Santé les enfants d'abord. Je vous le disais tout à l'heure, mais cette fois-ci en images, le vérificateur général a remis cet après-midi ses rapports 2013 et 2014 au président de la République. Ces deux documents révèlent un manque à gagner de plus de 153 milliards de francs CFA pour l'État malien. Les principaux dysfonctionnements et irrégularités constatés sont principalement dus à la non-application des textes législatifs et réglementaires, la mauvaise gestion des dépenses, la multiplication injustifiée des contrats. Nous proposons d'écouter le vérificateur général des propos recueillis par Mohamed Diarra. Les vérifications de ces 2 années ont porté sur des domaines assez variés, de performance, de suivi de recommandations de précédentes missions et enfin de financières. Des structures centrales et déconcentrées ont été concernées, ainsi que des programmes de développement et des délégations de services publics, donnant ainsi une lisibilité raisonnée de l'éventail des dysfonctionnements de notre administration. Cette diversification des vérifications a révélé un essor considérable d'une gestion publique qui, somme toute, cacherait des formes nouvelles de fraude et traduirait des contours de l'imagination audacieuse et tendancielle de certains acteurs publics. Même si, il faut le reconnaître, certaines améliorations ont été constatées au niveau de certains services vérifiés. De ces insuffisances, on dénombre des faiblesses et irrégularités récurrentes, dont la non-application à décès des textes législatifs et réglementaires, la mauvaise gestion des dépenses effectuées au niveau des régies, la multiplication injustifiée des contrats simplifiés pour échapper aux passations régulières des marchés publics,
la non-justification et la non-éligibilité de dépenses, la réception de biens non conformes aux commandes, l'octroi d'avantages injustifiés, la fabrication et l'usage de faux documents pour justifier des dépenses fictives, des manipulations des offres par les commissions de dépouillement et d'évaluation dans les opérations de passation des marchés, le non-reversement au trésor public de ressources collectées et enfin de la réalité et de l'effectivité de certaines missions administratives. Ces situations qui concernent pour certains cas des montants qui demeurent irrecouvrables ont porté un préjudice énorme à l'État. 80,21 milliards de francs CFA, dont 12,28 de fraude et 67,93 milliards de mauvaise gestion, au titre du rapport 2013. 72,97 milliards de francs CFA, dont 33,95 de fraude et 39,02 de mauvaise gestion au titre du rapport annuel 2014. Ces montants concernent pour la plupart les exercices de 2010 à 2013. En recevant ces rapports, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réaffirmé sa détermination à lutter drastiquement contre le détournement des deniers publics. Nous l'écoutons. Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, je ne puis me contenter de recevoir les rapports 2013 et 2014 sans réagir, tant votre propos a été complet. Tout ce qui, aujourd'hui, dans la gestion des affaires de l'État, handicape l'efficacité, donc le résultat attendu des services publics, a été, comme avec un scalpel de chirurgien, très très bien disséqué. Je vous en remercie. Monsieur le secrétaire général, vous savez notre souci scrupuleux de votre indépendance, comme de celle de l'ensemble de la famille judiciaire, qui fait que aujourd'hui, nous sommes un chef de l'État à l'aise face à vous par rapport à cette stricte obligation que nous nous sommes faites de respect absolu et scrupuleux des compétences qui sont les vôtres. Parce que conscient simplement que la mission à vous dévolue et à la famille judiciaire n'est pas des plus faciles dans une république démocratique. Nous en savons toutes les contraintes, toutes les difficultés. Pourquoi nous n'avons jamais, de près ou de loin, suggéré, proposé ou indiqué par rapport à telle ou telle affaire un point de vue. Nous avons confié à nos services compétents, la cellule d'appui auprès de nous, la CASCA, le soin d'en connaître et de nous faire décision. Et chaque fois que cela était indiqué, nous avons suivi scrupuleusement les prescriptions qui ont été faites et qui tendent simplement, à faire en sorte que l'État, la puissance publique, rentre dans ses droits. Il y a des aspects scandaleux dans la gestion de l'affaire publique en République du Mali. L'appropriation personnelle de patrimoine de l'État devient une chose tellement banale que l'on n'y prête même presque plus attention. Quand ces faits sont révélés avec autant de pertinence, avec autant de clarté, je crois que le devoir de ceux en charge de sanctionner est clair à ce niveau-là, surtout lorsque, à notre tour, nous envoyons
de se faire. Vous l'avez dit, le chef de l'État a des pouvoirs, mais ces pouvoirs sont limités précisément par ceux d'autres pouvoirs de la République, chacun en son domaine. Il reste que nous devons aujourd'hui de faire une introspection très large et approfondie de notre société, de nos façons de faire. Quand le vol, l'enrichissement illicite au vu et au su de tout le monde devient un signe de bravoure, sinon en tout cas d'efficacité sociale, et cela interroge profondément dans un pays comme le nôtre, où l'on a pensé autrement, où l'on a été plus vertueux par le passé. Nous sommes un pays qui doit se souvenir de ce qu'il fut il y a guère longtemps en réalité. Ce chamboulement des valeurs aujourd'hui, cet incivisme qui va dans tous les domaines, le fiscal est souvent mis en exergue, mais il n'y a pas que celui-là. C'est dans tous les domaines que l'on le sent. Dès l'instant où l'on ne se sent plus en charge de respecter les lois de la ville, on est en droit à ce moment-là d'interroger que sont devenues nos valeurs d'antan. Quelles sont ces vertus qui nous firent singuliers parmi beaucoup dans le continent africain? Vous l'avez dit, j'ai respect et admiration pour les pays que vous avez cités. Pour ce qui concerne le Rwanda, le président Kagame m'a dit ceci: mon frère, nous n'avons pas eu le choix. Nous avons subi ce qu'aucun peuple ne devrait subir. Quand vous sortez d'un génocide, vous voyez les choses autrement. La chose publique ici est l'affaire de chacun. Parce que je m'étonnais de n'avoir pas pu trouver, malgré que j'ai voulu les piéger à ce domaine-là, les paquets de cigarettes jetés ou de vieux Kleenex ou autre chose. Non, si vous le faites, sans vous faire la leçon, vous verrez tout de suite un citoyen se précipiter, prendre l'objet en question et le mettre dans une poubelle. Telle est aujourd'hui la règle dans ce pays-là. Et quand j'ai vu que celui qui m'accompagnait, le ministre en charge de m'accompagner pendant mon séjour, après m'avoir déposé à l'hôtel, est reparti, j'allais dire presque à pied, je m'en suis trouvé très surpris et je lui ai demandé le lendemain, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit la règle ici, c'est que les véhicules de l'État ne servent que pour les choses qui concernent l'État. En entrant en fonction, on nous donne les moyens d'acquérir un véhicule selon nos rangs et ce véhicule-là, nous le gardons tout le temps. Après la mission, nous le gardons. Si nous devons revenir, nous reprenons ce véhicule-là. Dans tous les domaines, il en va ainsi. Ce genre de système appliqué au Mali, dans les conditions que nous savons, chacun peut imaginer le tollé que cela pourrait faire. Or, ça devrait être la règle. Comme lorsque je quitte un logis auquel j'ai eu droit de par mes fonctions, que j'ai scrupule en y entrant de faire un état des lieux et en sortant de faire l'état également de sortie. Je l'ai fait comme chef du gouvernement du Mali, en entrant dans ma résidence de chef du gouvernement, en sortant également. Et j'ai tenu à ce que le bureau en charge des biens de l'État ait cela en copie. Telle est notre conception de l'éthique quand on gère l'État. Mais il ne s'agit pas d'une affaire de personnes, d'ego. Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble national adhère à ces pratiques vertueuses qui vont nous faire plus solidaires en réalité. Parce que ça va diminuer la misère, la pauvreté, et chacun aura un minimum de ce à quoi il a droit. Si chacun, au sortir de la mission, doit partir avec tout, les chaises, les fourchettes, les torchons, c'est la règle aujourd'hui. Chacun le sait. Dans les ambassades comme dans les domiciles, que ce soit dans les ministères ou ailleurs,
Mais nous avons commencé à mettre un terme à tout cela. Et le patrimoine de l'État sera dorénavant répertorié. Quand on voit d'ailleurs des puissances qui, quand il y a des changements à leur niveau, certaines ambassades dont je ne dirai pas le nom ici, quand elles changent de personnel, celui qui vient entre dans un local avec un nouvel ameublement. Mais l'ancien est mis en vente aux enchères. Tout y passe. C'est cela aussi que nous devons apprendre. Il y a au niveau de notre société un changement général de comportement à observer. Tout n'est pas au niveau de la sphère publique dirigeante uniquement. C'est l'ensemble sociétal aujourd'hui qui est interpellé pour un changement profond de comportement, pour une éthique nouvelle. Personne individuellement ne peut avoir la prétention de réussir aujourd'hui à enrayer définitivement la corruption et tout ce qui y a trait dans ce pays si collectivement nous prenions conscience que chaque fois que nous posons un acte qui porte préjudice à autrui, aux voisins, on le fait d'abord à soi-même. Il s'agit d'un altéricide. Il s'agit d'un altéricide. C'est l'autre vous-même que vous tuez quelque part. Et il serait bon que nous revenions à une juste appréciation des choses et à une meilleure compréhension. Pas seulement ceux en charge de la chose publique, chacun de nous au niveau où il est interpellé. Le frère qui attend que vous lui fassiez une promotion imméritée doit se dire qu'il ne vous aide pas. Et vous n'avez pas à céder à cela. Parce que rien ne distingue d'un citoyen à droits égaux. Et dans ce pays, le nôtre aujourd'hui, interrogeons-nous chacun en ce qui le concerne. Je ne parle pas de la rumeur, je ne la gère pas. Mais que chacun, très concrètement, très sérieusement, fasse l'introspection, se pose la question de choses qui peuvent paraître absolument légères, mais qui ne le sont pas, si on les regarde de très près. Monsieur le Trésorier général, vous avez, de manière vraiment incisive, sondé notre société et nos pratiques administratives et individuelles. Et le constat est juste. Il est juste, il est pertinent. Je pense que l'État lui-même est interpellé. L'État en tant que tel, la qualité de l'État. Je l'ai dit, interrogeons-nous. De l'État colonial à l'État aujourd'hui, dont certains disent que nous l'avons par procuration de l'ancien système colonial, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? La conscience d'abord que dorénavant, nous ne sommes en charge d'aucun intérêt étranger, mais de nous-mêmes. Que ce que nous faisons de bien, nous le faisons pour nous, ce que nous faisons de mal, nous le faisons contre nous-mêmes. Celui qu'on appelle le gourou, la puissance publique, que l'on voyait volontiers, la puissance coloniale. Gourou, c'est nous maintenant. Donc ce que nous devons faire contre ce gourou-là, on le fait contre nous-mêmes. Un exemple simple, hein. Nous allons recevoir, Inch'Allah, dans quelques jours, les chefs d'État de pays amis. À l'occasion, nous le souhaitons, de la signature in fine de cet accord de paix tant attendu par les Maliens. Et il serait bon, il serait souhaitable, il serait convenable que nous puissions les accueillir dans un environnement sain. Un effort a commencé. De mes yeux, j'ai vu, quand le groupe jaune passe, juste après, quelqu'un passe et vous balance une ordure. Cela n'est pas normal, cela n'est pas civique. Cela attente au collectif. La réaction devrait être immédiate, comme le font nos parents du Rwanda, d'ailleurs, interpellés pour un civisme, celui qui l'a fait. Il vous nuit à vous, il nuit à l'image de notre pays et nous porte tort. Il en va ainsi dans ma tête, dans tous les domaines. De l'éthique, Pendant un moment, les soviétologues le savent, l'éminent philosophe russe Tchitchkin a fait un ouvrage de l'éthique. Je l'ai eu pendant un bon moment comme livre de chevet.
ne jouez plus loin dans les anciens. Ce n'est pas un phénomène nouveau tout cela, toutes ces questions de vertu qui nous concernent aujourd'hui. Ceux du passé ont eu également à avoir souci de cela et à dire aux leurs tout le mal que le manque de vertu pouvait causer à l'ensemble de la société. Tous ces anciens écrivains, tous ces grands avec lesquels on a cheminé intellectuellement, le rappellent à bon escient. Donc nous avons aujourd'hui, Monsieur le Directeur général, fait le constat heureux qui qualifie bien votre mission. Elle n'est pas uniquement de chasse à la délinquance financière, comme de pourraient le penser. Vous n'êtes pas le limier qui est là derrière les gens, pour le père fouettard pour les questions financières, mais de la gestion de la chose publique, qu'on oublie souvent, de la méthode et de l'organisation, dont nous manquons souvent singulièrement. Mais au-delà de tout, du sens de la responsabilité, qui devrait nous incliner chaque fois à voir ce qui est indiqué en telle ou telle matière. Parce que tout est là en réalité. L'arsenal est là. Il s'agit de s'y conformer, que l'on ne fait pas. Dès lors, il y a des rapages. Je suis étonné par les chiffres faramineux que vous avez indiqués, qui sont non pas des faits de fraude, de mauvaise gestion, de non-application de textes existants, de non-conformité par rapport à ce qui est indiqué comme pouvant incliner et conduire à la gestion correcte et orthodoxe de la chose publique. Ce volet-là, je pense, est très important et votre bureau, de plus en plus, devrait faire connaître sa mission dans ce domaine-là. La méthode et l'organisation. Et devant la nouvelle école d'administration, j'ai dit mon rêve d'avoir bientôt dans ce pays des mausolées, des veilles et autres, tous ces grands commis de l'État qui ont servi la République française au long des ans, toujours avec un souci scrupuleux de l'efficacité de l'État dans tous les domaines. Pourquoi ces générations de préfets et autres sont considérés comme étant de très très bons commis de l'État et font des carrières, les carrières que nous savons. L'État, les hommes changent, l'État demeure. L'État demeure responsable, scrupuleux, orthodoxe. C'est cela le rêve que nous faisons pour ce pays-là aussi. Et vous y contribuez fabuleusement. Pourquoi nous avons toujours encouragé à faire votre mission et elle seule et y aller. Vous êtes témoin de cela. Jamais de nous est venu à l'esprit d'entraver par quelque biais que ce soit, sous quelque forme que ce soit, cette mission-là, parce que je la tiens pour essentielle pour la réussite de la mission à laquelle les Maliennes et les Maliens m'ont convié. Et je n'en dévierai pas. Il est parmi vous ici des amis magistrats que je n'ai pratiquement pas vus depuis que je suis en fonction. Pas faute de leur manquer d'amitié, mais parce que simplement, je ne voudrais pas que cela puisse donner à quelque intervention que ce soit, qui serait malheureuse pour eux et peut-être aussi pour ma mission à moi. Il n'en demeure pas moins de mon estime. Je pense que vous et nous avons in fine une mission exaltante. Quand vous êtes au service des hommes en vertu de leur confiance, cela est à la fois exaltant. Sûrement l'une des plus belles missions qui soit donnée à un homme, mais en même temps très lourd, très difficile. Souvent l'incompréhension, pour ne pas dire toujours, est votre compagne. La solitude est votre ami. Seule importe la conscience aiguë, qui est votre aiguillon et qui indique le cap. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que ce cap-là, nous puissions l'atteindre en honneur et en dignité pour le salut de ce peuple malien qui le mérite tant. Merci.
Notre reporter Mohamed Diarra reviendra sur d'autres aspects de la cérémonie dans nos éditions de demain. Campagne d'éducation et de sensibilisation des populations sur les violences spécifiques faites aux femmes et les stratégies d'accompagnement des victimes dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. C'est le nouveau projet de l'Observatoire des droits de la femme et de l'enfant et ses partenaires qui vient d'être lancé. Aïssata Saliou Maïga, compte rendu. Protéger les femmes et les enfants contre les violences et toute autre forme de violation de leurs droits, tel est l'objectif du nouveau projet de l'Observatoire des droits de la femme et de l'enfant. Campagne d'éducation et de sensibilisation des populations sur les violences spécifiques faites aux femmes et les stratégies d'accompagnement des victimes de ces violences, c'est l'intitulé du projet. D'un coût total d'environ 80 millions de francs CFA, ce projet qui durera 12 mois, concernera les populations des régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Le projet, avec ses multiples dimensions et à travers les campagnes d'information et de sensibilisation, permettra au plus grand nombre de connaître la tragédie et mettra les populations dans la disposition de se prémunir contre les répétitions de ces actes de barbarie. Nous espérons contribuer à cet effort de réhabilitation des victimes, un effort qui doit interpeller tous les intervenants dans le processus de réhabilitation de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. Les initiateurs de ce projet prévoient de faire entre autres des ateliers et des conférences au débat sur les droits des femmes. Ils assisteront également une soixantaine de victimes de violences identifiées par région à travers un accompagnement psychologique, médical et juridique. Le ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdraman Silla, en compagnie de 2 de ses collègues de gouvernement, les élus de la nation, les notabilités de CAI, étaient face à la presse. Les ministres ont fait part aux hommes de médias le bilan du naufrage survenu en Méditerranée le 18 avril dernier et les mesures en cours pour traquer tous les réseaux mafieux et autres trafics illicites des migrants. Boubacar Sissoko, compte rendu. Pour aborder le sujet, une minute de silence a été observée en la mémoire des naufragés. Justement, le péril survenu en mer Méditerranéenne dans la nuit du 18 au 19 avril 2015 a coûté la vie à 800 personnes, dont de nombreux Maliens, estime le conférencier. Nos décomptes font état effectivement de 184 personnes qui viennent essentiellement des cercles de Bafoulabé, de Caille, de Djema, de Kita et de Nyoro du Sahel. Dans le cercle de Bafoulabé, il y a quelques 105 personnes. Dans le cercle de Caille, il y a 51 personnes. Djema, 25 personnes. Kita, 2 personnes. Nyoro du Sahel, 1 personne. Sur les 26 rescapés, il y a 14 Maliens. À la question de savoir quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour mettre fin à cette tragédie humaine orchestrée par des réseaux de passeurs. Les membres du gouvernement sont formels. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. La loi de 2012 est arrivée pour muscler le dispositif. Dans un certain nombre de sens, je vais en donner quelques exemples. Premièrement, cette loi permet de traquer ceux qui contribuent, ceux qui concourent à la commission de l'infraction de trafic illicite de migrants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes en Libye, vous êtes un passeur, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à faire partir les gens sous le prétexte de les envoyer, je ne sais où. La loi malienne peut s'appliquer à vous valablement pourvu que vous soyez arrêté en République du Mali ou que l'extradition ait lieu. Et puisque nous sommes dans une dynamique de coopération judiciaire avec beaucoup de pays, il va sans dire que ce texte permet à la justice malienne d'aller chercher là où ils sont ceux-là qui participent à la commission de ce genre de crime. Lors des échanges avec la presse, les journalistes ont été informés des initiatives en cours par le gouvernement pour maintenir les jeunes sur place.
à travers des projets porteurs. ProSège, c'est un programme d'appui au développement des compétences des jeunes pour l'emploi. Ce projet est cofinancé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale. C'est à peu près 33 milliards et demi qui y sont investis. L'équipe est déjà en place, le travail a commencé. Nous allons assurer la formation des artisans pour la création d'emplois. Nous allons aussi renforcer, disons, des entreprises privées pour leur permettre de créer plus d'emplois. Et par rapport aux jeunes, on aura une compétition de plans d'affaires pour pouvoir financer donc des entreprises pour les jeunes. Nous allons, en milieu rural, nous allons beaucoup mettre l'accent sur, disons, la formation des jeunes, leur encadrement en milieu rural, pour leur permettre d'être fixés vraiment dans leur lieu d'origine. Le phénomène de la migration clandestine demande une synergie d'action pour l'endiguer, ont indiqué les conférenciers. L'Assemblée aussi est à pied d'œuvre pour trouver des solutions. Et nous allons certainement avoir une rencontre avec le ministre des Maliens de l'extérieur par rapport à ce problème, pour essayer de voir quelles sont les solutions, les mesures possibles, pour non seulement essayer d'endiguer au niveau du pays ici, mais aussi dans la sous-région. Parce que comme vous le savez comme moi, c'est un problème qui dépasse le seul cas du Mali. Non seulement au niveau de la sous-région, mais au niveau international. Avec la situation qui vient de se passer, nous avons vu comment l'Union européenne s'est mobilisée. Les pays se sont mis en branle. Il y a des mesures, des réunions d'urgence qui ont été provoquées. Maintenant, au niveau du Mali, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens de l'extérieur, a pris des mesures. L'Assemblée nationale aussi est en train de mener des réflexions pour voir concrètement quelles sont les actions qu'elle peut mener par rapport à la gestion de ce problème précis. Nos compatriotes de l'extérieur, ils ne vont pas continuer à nous envoyer leur argent pour qu'on le gaspille aussi. Ça, il faut qu'on le dise. Et c'est là où il faut qu'on revisite la gouvernance au niveau de nos associations de ressortissants des régions. Moi, je pense qu'il est important qu'on revisite cette gouvernance et qu'au niveau de ces associations, que nos ressortissants aussi comprennent que quand leur argent vient, ça vient pour telle chose et ça sera utilisé à cette fin. Le ministre Silla a également informé les journalistes que son département enverra une mission dans les cercles endeuillés pour des prières et sensibiliser les populations sur les risques de la migration clandestine. Le département initiera également une journée de réflexion avec tous les acteurs concernés par la question. Nous avons l'intention d'organiser des journées de méditation, des journées de lecture de Coran, des journées de prière et en même temps des journées de sensibilisation. Il faut combattre les complicités passives pour dénoncer les réseaux mafieux de passeurs, pense le ministre Silla. Et leurs compagnons d'infortune. Cette déclaration du parti Sadi à propos du sommet extraordinaire de l'Union européenne sur l'immigration clandestine tenu le 24 avril à Bruxelles. Le parti Sadi présente ses condoléances les plus émues aux familles de toutes les victimes maliennes et africaines, félicite le gouvernement du Mali qui a décrété un deuil national le jeudi 30 avril à la mémoire des victimes et en solidarité avec les familles et proches, exprime ses doutes et son scepticisme sur les capacités réelles de l'Union européenne à sortir de sa vision sécuritaire étriquée sur l'immigration clandestine et à apporter des réponses politiques crédibles et durables. Et puis, la Fédération des associations de migrants présente aux familles des disparus ses condoléances les plus attristées, demande aux autorités africaines et en particulier maliennes à prendre des dispositions nécessaires qui s'inscrivent dans la prévention et l'anticipation pour de telles situations. Le chef de la diplomatie malienne, le ministre Abdoulaye Diop, a été reçu en audience par Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. C'était samedi dernier à Niamey. Le ministre Diop a, au cours de cette rencontre, présenté les condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue nigérien et au peuple ami et frère du Niger pour le décès de 74 personnes à la suite d'une attaque du groupe islamique Boko Haram la semaine dernière. Le ministre des Affaires étrangères a également profité de l'occasion pour rendre compte du processus d'Alger et annoncer la signature du futur accord de paix prévu le 15 mai. Nous écoutons le ministre Diop.
Le président a souhaité que nous puissions venir présenter toutes nos condoléances au peuple du Niger, au gouvernement du Niger, suite à la perte de dizaines de nos frères et sœurs du Niger, suite à l'attaque barbare et criminelle de Boko Haram. Ce message en particulier que je portais au président Mahamadou Issoufou s'inscrit aussi dans le cadre du processus de paix au Mali, qui, comme vous le savez, a enregistré des avancées significatives au cours des derniers mois. Un accord pour la paix et la réconciliation au Mali vient d'être paraphé à Alger le 1er mars dernier. Maintenant, suite à une déclaration ou une décision de l'équipe de médiation, il est convenu que cet accord soit signé à Bamako le 15 mai. Nous avons été chargés aussi de venir porter cette information au président Issoufou et demander son soutien et son encouragement dans ce processus, en particulier pour le fait que le Niger lui-même fait partie de cette équipe de médiation. Mais qu'au-delà, le Niger et le peuple nigérien, de façon générale, son gouvernement se sont toujours tenus aux côtés du Mali. Et nous souhaitons pouvoir bénéficier encore d'un accompagnement fort du Niger dans le cadre de ses efforts de sécurisation au plan régional, mais surtout d'accompagnement du processus de paix. Activité ministérielle toujours, cette fois-ci, c'est le ministre de la Réconciliation nationale, Zabé Ould Sidi Mohamed, qui était vendredi dernier à Conakry, dans la capitale guinéenne. Le ministre était porteur des messages du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue Alpha Condé, président de la République de Guinée. Écoutons le ministre de la Réconciliation à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la RTG. Porteur de message de son Excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, message adressé à son frère, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Ce message portait sur les relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays, mais également sur une mise à jour par rapport au processus de paix au Mali, au processus de la signature des accords de paix, au processus de ce qui se passe dans le nord du Mali. Et voilà l'objet de ce message. Et le président m'a réconforté qu'il soutient tous les efforts du processus que le gouvernement du Mali déploie pour la paix et la réconciliation dans le nord du Mali, et encourage vivement aussi que tous les mouvements, toutes les parties prenantes signent l'accord de paix le 15 mai à Bamako. Retour ici à Bamako, c'est par un dîner gala que s'est achevé hier la Semaine nationale de la presse, une occasion de rendre un hommage mérité aux anciens. Béli Koné a suivi cette soirée. Voici son compte rendu. Les journalistes de notre pays, à cause de l'actualité, à cause de la situation que vit notre pays depuis 3 ans, sont à plusieurs titres à l'honneur aujourd'hui. Une population bien informée, bien éduquée, est une population responsable. C'est par ces phrases que le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a donné le temps du dîner des galas offerts aux amis et défenseurs de la presse, ainsi qu'aux doyens de la presse. Occasion pour le ministre Shogel Kokalamaïga d'évoquer la signature de l'accord de paix avec les groupes armés prévu pour le 15 mai. Pour lui, la presse a un rôle à jouer dans le processus. Nos attentes sont fortes pour ce qui est de l'accompagnement de la presse. Nous sommes sûrs que ça ne manquera pas. Parce que dans notre pays, il y a des citoyens qui s'interrogent encore sur la pertinence, la nécessité de cet accord. Je pense que c'est des citoyens maliens qui sont animés de la même volonté de paix, et c'est la presse de nous aider pour que dans la mise en œuvre, les inquiétudes des uns et des autres, les préoccupations d'une partie de notre population qui doute encore, pour que tout ceci trouve leur compte en définitive, que cet accord puisse donner les résultats qu'on n'a pas pu obtenir des précédents accords.
tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui ont pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans consacré leur vie à la promotion de la liberté de la presse ou qui sont battus pour que cette liberté de la presse puisse être une réalité au Mali. C'est le lieu de les remercier pour cet engagement patriotique et pour notre métier. C'est aussi de lancer un appel pressant aux jeunes d'être à hauteur des pionniers. Au cours du dîner, des diplômes de reconnaissance ont été remis à certains amis et doyens de la presse malienne. Les récipiendaires demandent une synergie d'action pour plus de professionnalisme dans le métier. Je souhaite que des soirées de ce genre se renouvellent, se multiplient pour magnifier notre profession, pour la valoriser et lui donner la place qu'elle a dans la société démocratique que nous sommes en train de construire. Que bon vent à la presse malienne, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, et beaucoup de travail encore à faire pour que le secteur se professionnalise davantage, qu'on ait de meilleurs journalistes encore qu'on a aujourd'hui. Ce dîner de gala qui a couronné la première édition de la Semaine nationale de la presse au Mali a été un espace du donner et du recevoir entre professionnels. Monde des médias, toujours l'association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture, Journac, a primé les femmes journalistes et animatrices au cours de la deuxième édition de la Nuit des Nyéléni de la presse. L'initiative a pour objectif de promouvoir la culture de la paix tout en se référant aux valeurs culturelles de notre pays. Aïssata Saliou Maïga, compte rendu. Au cours de la deuxième édition de la Nuit des Nyéléni de la presse, 8 femmes ont reçu leur distinction et des outils de travail. 2 autres anciennes femmes journalistes ont également eu des diplômes et des trophées. Pour cette deuxième édition, la Nuit des Nyéléni de la presse entend rendre hommage aux femmes journalistes et aux animatrices qui ont pour auditoire et lecteur cible le monde des paysans. Le choix du nom de Nyéléni n'est pas fortuit. Figure emblématique du milieu Bambara, Nyéléni Koné était une icône de la bravoure. Et il faut être brave et courageux pour exercer ce métier de journaliste, souvent très difficile. Très souvent, la journaliste est confrontée à d'énormes difficultés, car il faut s'occuper de son foyer et être sur le terrain pour la recherche des informations fiables et crédibles au même titre que les confrères. Le thème choisi pour cette deuxième édition de la Nuit des Nyéléni de la presse est « Rôle de la femme journaliste dans l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire ». Accompagner les Nyéléni de la presse est un devoir pour le commissariat à la sécurité alimentaire. A fortiori, le thème porte sur notre domaine, le rôle de la femme dans l'atteinte de nos sécurités alimentaires. Et j'encourage les Nyéléni à persévérer. Cette nuit a tout son sens dans la mesure où c'est un chrono sanitaire pour rendre hommage à ces braves Nyéléni. Je veux parler de ces Amazones anonymes, cachées derrière les micros et les plumes, pour nous dépeindre l'actualité au quotidien. Des sketchs et des prestations d'artistes ont meublé la cérémonie. Bravo et bonne chance. À Ségou, plus de 900 000 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés lors du premier passage des journées nationales de vaccination 2015. La nouvelle a été donnée lors de la session de restitution des résultats de cette campagne qui s'est déroulée aujourd'hui. Compte rendu à Maïguéré, Ogobaradolo. La présente signature de contrat engage 21 ONG, coalitions ou consortiums d'ONG à renforcer le leadership des femmes et des jeunes dans les prises de décisions en santé de la reproduction et en planification familiale. Ces organisations de la société civile couvriront 81 communes de la région et il est mobilisé 640 millions de francs CFA à cet effet. Un programme qui aujourd'hui, pour le premier appel à proposition, va certainement couvrir les 7 cercles avec les 8 districts sanitaires. On aura à peu près une trentaine de communes, soit à peu près 1000 villages, pour des durées d'intervention entre 18 et 20 mois, qui vont certainement, une enveloppe qui va atteindre à peu près 640 millions. Impliqués tout au long du processus, les ONG de la place font leur ce défi à relever. Nous disons que ce programme, c'est notre programme. Nous connaissons les réalités du terrain et c'est en fonction de cela que nous avons développé des stratégies. Et c'est l'ensemble de ces stratégies-là qui ont été mises dans ce programme.
nous nous sommes engagés. Toutes choses qui réconfortent les autorités régionales. Le changement de mentalité, le changement de manière d'être, le changement de manière de faire, c'est ce que nous visons et je suis sûr que tous ces changements seront obtenus au terme du projet. À 58 jours de son lancement officiel, le programme d'action concerté pour l'amélioration de la santé de la reproduction et de la promotion des droits des femmes et filles est opérationnel. Activité politique, les jeunes de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain de la commune 6 du district de Bamako ont lancé samedi dernier les festivités de commémoration du centenaire de la naissance de Feu Modibo Keïta. Plusieurs activités sont au programme pour expliquer les visions de l'homme à la nouvelle génération. Compte rendu Moussa Fani. Les héritiers politiques de Feu Modibo Keïta ont décidé de faire de l'année 2015 une année de célébration du centenaire de la naissance du premier président du Mali indépendant. À cette occasion, les jeunes de l'UMRDA Faso Djiki de la commune 6 du district de Bamako ont donné le ton ce samedi à Irimadjo. Au cours de la cérémonie, les responsables du parti ont fait des témoignages sur le parcours de l'homme et sa vision pour l'Afrique. Le président Modibo Keïta est un panafricaniste convaincu, un anticolonialiste. Le président Modibo Keïta est un grand croyant, un humaniste, un pragmatique. Alors, pour célébrer cet événement à la hauteur et à la dimension de l'homme, nous ne saurons que mettre à profit cette année du centenaire du président Modibo Keïta pour souder les bases d'une nation brisée. Modibo Keïta, ce qu'il nous a laissé comme héritage est largement suffisant, n'est-ce pas, pour que la jeunesse puisse s'en approprier et faire du Mali ce que Modibo Keïta a toujours rêvé. Quand il partait, il le disait déjà, le Mali ce n'est plus pour nous, c'est pour vous les jeunes. Ce lancement des activités a été aussi marqué par des prestations d'artistes musiciens et troupes théâtrales sur le parcours politique de Feu Modibo Keïta. Ouverture ce matin de l'atelier de formation des jeunes leaders politiques en Afrique, organisé par Programme for Young Politicians in Africa. Cet atelier vise à renforcer la gouvernance démocratique en Afrique. Il permet également aux jeunes leaders d'accroître leurs capacités d'influence au sein de leurs partis politiques. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Avec une approche pédagogique hautement active et participative, Programme for Young Politicians in Africa, PIPA, a focalisé ses actions sur la participation des jeunes en politique. C'est un programme de formation qui est sous-régional, qui regroupe 4 pays et ce programme vise à renforcer les capacités des jeunes sur les questions politiques, mais aussi à créer un espace de communication et de relations entre les jeunes des différents pays. Il y a des sessions de formation qui sont en rapport avec le genre. Au-delà de la formation, le programme inclut aussi des mini-projets pour mettre en pratique les acquis et un suivi des anciens participants dans la durée à travers les réseaux. Nous sommes heureux de constater qu'il y a des résultats tangibles sur le terrain, notamment en termes de promotion du dialogue interparti, en termes de promotion des droits et des attentes des jeunes au sein des partis politiques, mais aussi au plan national, au niveau de l'appareil d'État. Le défi qui nous reste, qu'il nous faut relever pour l'avenir, c'est essentiellement comment consolider tous ces acquis. La rencontre de Bamako dure 5 jours. De 2012 à 2014, plusieurs partis politiques maliens ont bénéficié de ce programme. Entre autres, on peut citer la DEMA-PACJ, le RPM, l'URD, le CENID Faso Iriwaton, les MPR et le Parena. Secteur de la microfinance au Mali, le cas de Kafo-Djigné, c'est le thème d'une conférence débat tenue à la faculté des sciences économiques et de gestion. La conférence était animée par le directeur général de la caisse d'épargne Kafo-Djigné. Pour en savoir davantage, écoutons le conférencier. Il est au micro de notre reporter Lamine Keïta. C'est pour profiter de l'expérience de la caisse d'épargne Kafo-Djigné en matière de gestion dans le secteur de la microfinance que le comité AEM de la faculté des sciences économiques et de gestion a organisé cette conférence débat. Une conférence mise à profit pour expliquer de long en large la microfinance. La microfinance, c'est le fait de collecter la petite épargne pour distribuer le petit crédit à des populations à faible moyen. Donc nous leur proposons des produits d'épargne, mais également d'autres types de produits également qui ont trait à la capitalisation. Après avoir fait un exposé sur l'historique du secteur de la microfinance, le cas de Kafo-Djigné, le conférencier a parlé des difficultés que le secteur connaît au Mali. Le principal problème, si je peux le dire,
c'est le fait que nous souhaitons vivement que le crédit soit correctement remboursé. Mais également, en dehors de cela, il y a le fait que certaines institutions également doivent bien gérer. Selon le conférencier, la microfinance a fait son apparition au Mali en 1986 avec la création des caisses d'épargne et de crédit autogérées du pays d'Ogon, suivi une année plus tard de Kafo-Djigné dans la zone côtière de Koutiala. Voilà, c'était là un reportage complet, bien complet de Lamine Keïta. Sport volleyball, le Mali prendra part aux éliminatoires des Jeux africains à Dakar au Sénégal. 5 pays se disputeront les 2 places qualificatives. Comment l'équipe du Mali prépare ce rendez-vous? Élément de réponse dans ce reportage de Abdul Karim Kaba. C'est avec détermination et engagement que l'équipe nationale féminine du Mali de volleyball prendra part aux éliminatoires des Jeux africains à Dakar au Sénégal. La compétition regroupera 5 pays, à savoir le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali et le Cap-Vert. On est en train de préparer ces éliminatoires avec sérénité. Jusqu'à preuve le contraire, tout se passe bien. Malgré quelques difficultés ça et là, mais bon, quand même, ça se passe très bien dans l'ensemble. Comme on l'a toujours dit aux filles, la solidarité au sein du groupe, comme vous le savez, le volleyball c'est un sport collectif. Quelle est votre ambition lors de ces éliminatoires? La qualification. Êtes-vous confiant? Très confiant, très confiant. L'ambition du groupe, c'est d'être à Brazzaville pour les Jeux africains. Pour cela, l'équipe est requinquée à bloc. Les jeunes sont vraiment très motivés et nous allons partir là-bas pour défendre la nation et essayer de mettre en hauteur le flambeau du drapeau malien. Comme c'est notre première participation à la zone 2, nous allons voir le niveau. En fait, notre ambition, c'est on veut gagner, on veut participer aux Jeux africains au Congo. Donc comme c'est une première pour nous, on va tout faire pour être parmi les deux qualifiés. L'ambiance, ça va très bien, ça va. On fait avec les moyens de bord, ça va. La sélection est renforcée par la participation de 2 expatriés venus de la France, à savoir Biné Diawara et Sadio Fofana. Une première aussi, la sélection de 2 joueuses de région. À l'issue du tournoi, les 2 premiers se qualifieront pour les 11e Jeux africains. Autre grand titre de cette édition, la chronique santé parle aujourd'hui de la limboconjonctivite endémique des tropiques. Il s'agit d'une allergie oculaire. Cette maladie touche chez nous un grand nombre d'enfants. Plus de 50% des patients présentent encore des symptômes au bout de 5 ans. Voici le compte rendu de Kessira Emmanuel Dambélé et son équipe. La limboconjonctivite endémique tropicale est une allergie oculaire, une inflammation bilatérale chronique de la conjonctive plus fréquente chez les jeunes garçons. Les enfants de 3 à 16 ans constituent sa cible principale, mais elle peut se manifester à un plus jeune âge et perdurer à l'âge adulte. Les premiers symptômes de la limboconjonctivite sont la rougeur des 2 yeux et les démangeaisons. Au fait, la plupart du temps, les enfants ils viennent en consultation pour des prurites prononcées. C'est des démangeaisons oculaires, ils viennent pour ça. Et souvent accompagnés de larmes et souvent de photophobie, c'est-à-dire la réaction à la lumière. Au Sénégal, 90% des adolescents consultent en ophtalmologie parce qu'ils ont ces signes. Au Mali, ce chiffre est à 80% chez les enfants en âge scolaire. En Afrique, l'affection est un problème de santé pour les agents de la santé oculaire et pour les patients, ce qui fait de son traitement un travail de longue haleine. Ça peut se manifester par des inflammations. Les inflammations, à long terme, si on ne les traite pas, peuvent se basculer sur la cornée, entraîner ce qu'on appelle des ulcères au niveau de la cornée, entraîner une mauvaise cicatrisation et une opacification de la cornée qui, à la longue, peut entraîner la cécité. Ça dit que le malade, si on ne le traite pas, on ne le suit pas de façon régulière pour éviter les complications, il peut être aveugle un jour. Très souvent, les enfants vont d'une clinique à une autre et au bout de 5 ans, plus de 50% d'entre eux présentent encore des symptômes. Quand elle n'est pas bien soignée, jusqu'à 10% des patients développent des ulcères de la cornée, ce qui peut conduire à une perte visuelle.
une complication à éviter. Quand ils viennent en consultation, la plupart les médecins leur disent voilà, en post-pubertaire, il y a une forte chance que ça se calme. Mais ça ne peut pas se calmer s'il n'y a pas de traitement. On donne un traitement et puis on le suit pour éviter les complications. C'est vraiment l'objectif d'une consultation. Si vous ne le traitez pas avant cette période, il peut y survenir des complications qui, je dirais, peut être très néfastes pour la vie de l'individu. Si dans la majorité des cas les symptômes disparaissent au moment de la puberté, la maladie persiste toute l'année. Déclenchée généralement au moment de la pollinisation, la poussière, le vent et les mains sales ont leur responsabilité dans l'apparition de cette affection oculaire chez l'enfant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité sur notre chaîne, 10h-13h, une présentation de Amara Malé Diallo. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.